Des avions de chasse conçus pour évoluer en mer. Des colosses des airs dotés de torpilles sous-marines. Des jets aussi à l'aise en altitude qu'au ras des vagues. La marine française, ce ne sont pas que des navires ou des sous-marins. C'est aussi des avions exceptionnels, pilotés par des marins. Je pense qu'on est unanime là-dessus, on est tous marins avant d'être pilotes. D'ailleurs, on nous appelle les marins du ciel. Des marins qui pilotent des Rafales spécialement configurées. Il est ainsi le seul avion au monde, avec ses ailes Delta, à se poser en pleine mer, sur quelques mètres. À bord du porte-avions, on se pose sur l'équivalent d'un terrain de tennis. L'appontage, c'est la deuxième mission dans la mission. Ça veut dire qu'à un moment, si on veut manger chaud le soir et dormir, eh bien, il faut qu'on rentre à bord. Pour viser des bateaux ennemis, son armement est tiré avec une justesse impressionnante. On va avoir des systèmes de guidage qui sont tellement précis qu'une bombe de 250 kg ou de 500 kg ou même d'une tonne pourrait rentrer dans une fenêtre d'1 mètre carré. L'Atlantique 2, avec ses dimensions d'avion de ligne, dispose aussi d'un armement exceptionnel. Avec une spécialité, dans son ventre, des torpilles prêtes à être lâchées dans le ciel. Le but, endommager les sous-marins ennemis. La lutte anti-sous-marine, qui est une vraie spécialité française. Pour détecter la présence de sous-marins, l'Atlantique 2 envoie des hydrophones dans la mer. Il capte le moindre son suspect. C'est un jeu du chat et la souris entre le sous-marin et l'avion. Le sous-marin va se mettre à la meilleure profondeur pour son indiscrétion et l'équipage, lui, va déterminer quelle est la meilleure profondeur pour placer ses hydrophones. L'ATL-2, fabriqué à 28 exemplaires, peut stagner plus de 10 heures au-dessus de la mer. Un vrai rapace chassant sa proie et qui peut croiser une autre pépite de la marine, le Falcon 50. Un triréacteur spécialisé dans la surveillance maritime. Son atout numéro 1, voler très haut pour aller très vite et descendre très bas, au ras des bateaux. Quand on est à 100 pieds mer, 100 pieds mer c'est 30 mètres de hauteur, ça pardonne pas l'erreur. En volant proche des vagues, les pilotes vérifient l'identité des navires. Certains bateaux sous des apparences de chalutiers sont en réalité des bâtiments de guerre et qui pratiquent l'espionnage sur les eaux françaises. Du Rafale version M à l'inédit chasseur de sous-marins ATL-2, en passant par l'ultra-rapide Falcon 50, voici 3 avions que la Marine nationale déploie au quotidien. 3 bijoux de technologie qui font la fierté de l'armée française. Après les États-Unis, la France est le 2e pays au monde à détenir le plus grand territoire marin. Près de 11 millions de kilomètres carrés. Il s'établit autour de l'Hexagone, mais aussi un peu partout sur la planète, comme en Polynésie ou dans l'océan Indien par exemple. Une telle superficie impose à la marine française d'être en alerte permanente. Défendre le territoire, c'est pas juste défendre le territoire et s'arrêter aux côtes. En fait, la défense du territoire, elle commence en mer. C'est un travail colossal pour la Marine nationale et dont les moyens d'action sont à la hauteur. Elle dispose de sous-marins nucléaires d'attaque, des bijoux de technologie dont la nouvelle génération Suffren vient de sortir des usines françaises. Elle a aussi de nombreuses frégates surarmées. Et il y a le Colosse, le porte-avions Charles de Gaulle. Il est un appui stratégique précieux. Car pour surveiller les océans et riposter au-dessus des vagues, le moyen le plus rapide et efficace, ce sont les avions. Des appareils que l'on dit navalisés, car voler en mer est bien différent d'un survol au-dessus de la terre. Les règles changent.
Et c'est pour cela que la France dispose de l'avion de chasse ultime, le Rafale. Mais il est dans une configuration exclusive. C'est la version marine du meilleur des chasseurs. Le Rafale, c'est le bijou technologique, celui du constructeur français Dassault Aviation. Un avion de chasse totalement polyvalent. Le Rafale vole à Mach 1,8, soit 1912 km/h. Les accélérations sont énormes. Le Rafale peut voler à 50 000 pieds, soit plus de 15 km d'altitude. C'est bien au-dessus des avions de ligne. Il peut ainsi relier Lille à Marseille en 28 minutes. Il est ultra puissant, enfin, c'est un vecteur qui est génial à piloter pour un aéronaute. Et à côté de ça, en termes de mission, donc là plus le job en tant que tel, là on a un panel, une ouverture qui est quasiment infinie, quoi. On peut faire toutes les missions. Le Rafale dispose d'un armement dernier cri. Missiles, bombes, canons. Et sa version marine emporte une arme spécifique avec des missiles air-mer. On évolue dans un environnement aéromaritime. Donc on est capable aussi de faire des missions contre des navires et on s'y entraîne. L'exercice est ainsi très différent d'une attaque au sol. La M39 a été conçue pour ça. Pour le cas du bateau, il va falloir toucher une grosse zone du bateau vraiment pour le neutraliser. Et à côté, un tank qui va être tout petit. Donc on n'a pas besoin de la même munition pour traiter cet objectif, quoi. Le Rafale Marine est un concentré du meilleur des ingénieurs français. Pour le faire évoluer dans un univers marin, il a fallu une conception spécifique, étudiée dès la jeunesse du programme. Car sur le porte-avions Charles de Gaulle, sa base de lancement, le Rafale ne décolle pas. Il est littéralement catapulté. La piste de 80 mètres étant trop courte, c'est le navire lui-même qui envoie l'avion dans les airs. Sous le pont du porte-avions, ce qu'on ne voit pas, c'est le système de catapulte, une catapulte à vapeur sur le porte-avions Charles de Gaulle. Pour envoyer l'avion en moins de 2 secondes, il faut une énorme puissance de traction. Le porte-avions dispose alors de l'énergie suprême. C'est le nucléaire. 2 centrales uniques au monde sont au cœur du vaisseau. Elles produisent une chaleur extrême. On va accumuler de la vapeur et on va la libérer brusquement dans un piston. Et c'est ce piston qui tracte l'avion jusqu'au bout du pont. Ce train est ainsi attaché à une sorte de sabot, lui-même relié au piston. Le relais entre le train d'atterrissage et la catapulte se fait grâce à une seule pièce. C'est une petite barre qui est sur le train avant du Rafale. Cette barre, elle est à peu près de cette taille-là. C'est une barre en titane, hein, parce qu'on va tracter toute la masse de l'avion grâce à cette barre. Le Rafale Marine est aussi équipé d'une échelle intégrée. Ce qui n'est pas le cas sur la version classique. Pour une question de sécurité, il faut un minimum de pièces sur le pont du porte-avions. Une fois le pilote dans son cockpit, le train d'atterrissage est ainsi rattaché au sabot de la catapulte. Le réacteur du Rafale est en marche. Il ne propulse pas encore l'avion, il ne fait qu'aspirer l'air dans un premier temps par ces 2 grandes ouvertures. Aucun homme ne doit être à proximité lors de cette séquence. La mise en œuvre de l'avion sur le porte-avions, c'est un environnement qui est très dangereux. D'ailleurs, il est arrivé une fois sur un porte-avions américain qu'un personnel soit aspiré. Mais le danger peut aussi se trouver à l'arrière de l'appareil. La chaleur qui se dégage des réacteurs atteint plusieurs centaines de degrés. C'est pourquoi des déflecteurs se positionnent toujours derrière un catapultage. Ces grandes plaques sont aussi plus techniques qu'il n'y paraît, car elles sont soumises à des flux d'air chaud très intenses. En retrouvant une position horizontale,
les hommes peuvent s'y brûler en marchant dessus. Tout comme les déflecteurs peuvent endommager sérieusement les roues des avions. On atteint des températures extrêmes et pour pas que le déflecteur fonde, eh bien, on est obligé de le refroidir. Et donc là, on utilise tout simplement de l'eau de mer qui va passer par un système de serpentin dans le déflecteur pour le maintenir à une température modérée et pouvoir l'utiliser à chaque coup de catapulte. Les déflecteurs sont une vraie particularité liée au Rafale version marine, tout comme la silhouette elle-même de l'avion. Elle est différente du Rafale classique. Le nez est ainsi plus relevé pour permettre une incidence positive lors du catapultage. Nous, un petit peu chauvin, on dit qu'il est un peu plus fier. C'est le côté un peu rigolo de la chose. Mais le train du Rafale marine, il est renforcé, donc au niveau de ses jambes principales et également au niveau de la jambe sur l'avant, de manière à pouvoir, lorsqu'on met en œuvre la barre de kata, eh bien, à être tracté sans casser le train. Lorsque tous les feux sont verts, le catapultage du Rafale marine peut avoir lieu. Nous, on salue, ça veut dire on est prêt à partir. Et là, à ce moment-là, tête en arrière pour éviter le coup du lapin. Et c'est parti, on se fait catapulter. On n'est plus vraiment maître et on subit un petit peu ce catapultage. On passe donc de 0 à environ 250 km/h sur 75 mètres. En un peu plus de 2 secondes. Et là, la puissance d'accélération est assez phénoménale. Donc il prend 5G Longi. C'est quand même très violent. 5G, c'est 5 fois le poids du corps ressenti par le pilote. Un marin pesant 80 kg aura l'impression de faire 400 kg. C'est linéaire mais brutal quand même. C'est-à-dire que comme c'est dans un temps court, ça rentre dans la catégorie du brutal, ouais. Si le Rafale pèse 20 tonnes au catapultage, pour une accélération de 5G, c'est 100 tonnes d'effort que doit fournir la catapulte. C'est une sorte d'explosion sourde que les 1600 personnes à bord perçoivent. Quand on est à bord du porte-avions, on sent la secousse quand le piston de la catapulte arrive au bout de la catapulte. Parce que forcément, d'un coup, lui aussi, il est freiné très fortement et ça fait comme s'il y avait un coup de butoir. On entend les coups de catapulte, on sait que les avions partent en mission. L'alliage ultra résistant du train avant est conçu spécialement pour supporter la puissance soudaine délivrée par la catapulte à vapeur. Cet imposant train permet aussi de faire tourner ses roues à 360 degrés. Avec une place réduite sur le pont du bateau, c'est un avantage important lors des manœuvres. La navalisation d'un avion de combat, il faut que ce soit pris en compte dans le cahier des charges initial de l'avion, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez adapter ensuite. Sur le pont du Charles de Gaulle, on peut donc assister à un impressionnant ballet d'avions, avec une répétition très importante. On essaye de catapulter un avion toutes les minutes par catapulte. Donc vu qu'il y a 2 catapultes, un avion toutes les 30 secondes. Donc il faut que les avions soient au plus proche derrière pour pouvoir enchaîner les séquences rapidement. Sur la piste, de la fumée témoigne de la fantastique machinerie cachée. C'est des résidus de vapeur qui sortent par le rail de la catapulte. C'est juste de la vapeur d'eau finalement. Mais dans quelques années, ces signes distinctifs de vapeur auront disparu. Car il existe d'autres techniques moins traumatisantes pour faire décoller un avion sur des pistes de 80 mètres seulement. Chaque coup de catapultage, suivant la masse de l'avion, génère un vieillissement particulier à chaque fois sur la pièce, sur le train. Demain, ce seront d'autres technologies
sur le remplaçant Charles de Gaulle, comme les catapultes électromagnétiques, qui ressembleront en tout cas à celles qui existent sur porte-avions américains aujourd'hui. Si le prochain système de catapulte est une technologie anglo-saxonne, le Rafale restera lui 100% français. Un avion aussi agile que puissant. D'un seul geste sur la manette, le pilote du Rafale Marine peut franchir le mur du son. À 1224 km/h, rien ne laisse présager dans le cockpit que la vitesse est démentielle. Le pilote parcourt 340 mètres par seconde, sans aucun phénomène parasitaire. Il peut même approcher les 2000 km/h, s'il n'emporte pas certaines bombes, ni trop de bidons de kérosène, qui freineraient sa pénétration dans l'air. Une performance que le pilote peut stopper en quelques secondes. Les canards, ces petites ailes sur le côté, permettent à l'aéronef de cabrer dans des proportions qui atteignent les limites de la résistance humaine. Le Rafale peut tout faire en vol. Il suffit d'incliner les manettes de quelques millimètres. Les ordinateurs de bord gèrent des milliers de données à la seconde, en évitant que l'appareil ne se mette en faute et en situation critique. C'est pour ça que le Rafale est très bien fait. Il est facile à piloter, il est bourré d'automatisme. C'est vraiment pour décharger le pilote de cette chose-là qui n'est pas le but premier, pour pouvoir réaliser la mission et se concentrer sur le reste. Les missions sont multiples à bord d'un Rafale Marine. Et son armement contribue à le rendre particulièrement efficace en situation de conflit. La M39 en est l'un des symboles. Un missile air-mer. On est le seul Rafale à faire ça. Le Rafale Air ne met pas en œuvre ce missile-là, la M39. Un missile anti-navire porté par le Rafale Marine. Long de 4,70 m, pesant 165 kg, le missile approche la vitesse du son en fonçant droit sur sa cible. Il rase la mer à peine au-dessus des vagues, à 2 mètres de hauteur. Mais le Rafale Marine dispose aussi de bombes. Elles sont destinées à des missions sur Terre lorsque le Rafale vient en soutien d'opération. Et elles sont, elles aussi, d'une précision absolue. On arrive à avoir des systèmes donc, de guidage qui sont tellement précis qu'une bombe de 250 kg ou de 500 kg ou même d'une tonne pourrait rentrer dans une fenêtre d'1 mètre carré. Un puissant armement pour l'attaque. Mais l'avion possède aussi un système de défense parmi les meilleurs au monde. Et c'est une entreprise française, leader mondial dans le domaine, qui s'est illustrée. Les ingénieurs de Thales ont mis au point le Spectra. Ce sont des capteurs qui fournissent l'identification des appareils, la localisation des cibles, le brouillage et le leurrage contre les attaques d'un Rafale en vol. C'est un système complexe de fusion de données. Le Spectra, on va en retrouver à l'avant, à l'arrière, sur les bouts de voilure. Enfin, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir une grosse zone de défense de l'avion. Le Spectra est implanté un peu partout sur l'avion. Il analyse sur 360 degrés l'environnement du Rafale. La portée exacte de ses performances est confidentielle. Elle se chiffre en plusieurs dizaines de kilomètres. Le système électronique identifie la menace et en fonction de la munition qui lui est tirée dessus, enclenche un leurre approprié. Si le radar du missile ennemi est infrarouge, alors celui-ci se dirige droit vers le réacteur de l'avion. Il cible prioritairement la forte chaleur émise. Le Spectra envoie alors des petites cartouches incandescentes. Elles constituent une énorme source de chaleur, bien plus que ce que l'avion émet. C'est plus de 1000 degrés, quoi. Faut qu'on arrive à leurrer le réacteur qui, lui, chauffe énormément. Le but, c'est que le missile, lui, va détecter 2 énormes sources de chaleur. Il ne saura pas trop laquelle prendre. Donc, en fait, son objectif, c'est d'essayer d'avoir une énorme source de chaleur plus importante que le Rafale. Le missile prend la direction des leurres, tandis que l'avion peut s'échapper. Mais il existe d'autres types de guidage de missiles. Ceux qui sont focalisés sur la masse métallique. Pour cette parade,
Les leurres infrarouges sont inefficaces. C'est un autre système qui intervient avec des paillettes métallisées, éjectées de l'avion en grande quantité. Le missile qui va rechercher la source magnétique, donc métallique, va se dire moi, au lieu d'aller chercher la petite zone parce que c'est peut-être un débris métallique, je vais aller chercher la grosse zone. C'est sûrement lui l'avion. La différenciation entre les missiles à guidage électromagnétique ou infrarouge est une donnée vitale. Le système Spectra est un des atouts maîtres du Rafale. Associé aux missiles et aux bombes, l'avion intervient sur de nombreuses zones de conflit. Des opérations qui peuvent durer 5, 6, 8 heures et parfois bien plus. Car le Rafale ne part jamais en mission très loin d'un ravitailleur. L'avion de chasse peut ainsi faire le plein à 4 ou 5 reprises pour repartir au combat. Une opération délicate. La perche qui sert à recueillir le kérosène doit se connecter avec un panier d'à peine 50 cm de diamètre. Le tout à 600 km/h. Le pilote peut ainsi récupérer jusqu'à 10 tonnes de carburant à chaque plein. Un exercice complexe, mais pas aussi périlleux que la dernière étape d'un vol. À la différence des Rafales de l'armée de l'air, quand les avions de la marine ont terminé leur mission, ils en ont une dernière à accomplir. Et pas des moindres. Celle de l'appontage. Atterrir sur le porte-avions Charles de Gaulle et sa piste de 80 mètres de long. À bord du porte-avions, on se pose sur l'équivalent d'un terrain de tennis. Et l'appontage, c'est la deuxième mission dans la mission. Ça veut dire qu'à un moment, si on veut manger chaud le soir et dormir, il faut qu'on rentre à bord. C'est assez redouté. Il y a une remise en question permanente. C'est pas parce qu'on est pilote de chasse embarqué qu'on appontera toujours du premier coup et que c'est facile. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question qui est permanente. Apponté sur une surface restreinte, sur un bateau en mouvement, avec des conditions météorologiques parfois défavorables. C'est un exercice hautement périlleux. Seule une minorité de pilotes en sont capables. L'appontage, c'est un dosage des commandes au millimètre près. Là, on revient à l'ancienne où l'avion, il faut le prendre à la main et le dresser, quoi. Se poser sur le Charles de Gaulle après une mission de 7 ou 8 heures requiert une concentration exceptionnelle. Un seul geste mal ajusté et c'est le crash de l'avion. Dans le meilleur des cas, il part tout droit et s'échoue en pleine mer.
Dans le pire, ils foncent sur le grand bâtiment situé sur la droite du porte-avions. Avec des missiles, des bombes d'1 tonne, 2 centrales nucléaires et 1600 membres d'équipage, le scénario peut vite tourner à la catastrophe. C'est pourquoi les pilotes s'entraînent constamment à l'appontage, soit en simulateur, soit sur la terre ferme, celle de la base de Landivisio, en Bretagne. Ici, des Rafales partent et atterrissent tous les jours. Donc on a l'entraînement à l'appontage qui s'ajoute comme une qualification supplémentaire par rapport à un pilote de Rafale, on va dire, classique. Là, on a besoin de répéter un peu en simulation, puis ici au bord de la piste avant d'aller sur le porte-avions. Sur la piste, on retrouve le même dispositif que sur le porte-avions. Avec le brin, un câble en acier composé de fils torsadés. Le Rafale doit l'accrocher pour couper sa course sur le pont. Et pour que l'arrêt de l'avion se fasse progressivement sur quelques mètres, le câble est maintenu par des presses hydrauliques. C'est ces presses hydrauliques qui vont capter l'énergie de décélération de l'avion. Un principe aussi simple qu'efficace, mais terriblement acrobatique en mer. Car l'avion arrive dans sa descente aux alentours de 250 km/h et que le bateau, lui, n'est pas stable. La piste, elle bouge constamment, c'est-à-dire qu'elle bouge en roulis comme ça sur le côté. Elle va bouger en tangage avec le nez qui pique ou qui lève, et également en pilonnement, c'est-à-dire que le bateau, suivant l'état de la mer, avec une houle qui est assez longue, par exemple en Méditerranée, eh bien le bateau va bouger comme ça. Et c'est pour ça qu'on est des marins, parce qu'on a besoin d'avoir cette connaissance de la mer, de l'état de la mer, de l'environnement du porte-avions pour pouvoir apponter en sécurité. Pour cela, le Rafale Marine est doté d'une crosse à l'arrière du fuselage. C'est cette barre qui va agripper le brin. Mais avant d'arriver à ce stade-là, le pilote a plusieurs manœuvres à réaliser. Et la première, c'est déjà de retrouver le Charles de Gaulle. Le porte-avions continue à naviguer, donc on a laissé le porte-avions à un endroit, on ne va pas forcément le retrouver au même endroit. Le porte-avions peut ainsi naviguer sur une distance de 1000 km en 24 heures. Il faut donc prévoir assez de kérosène pour rentrer à Ponté et se présenter devant le Charles de Gaulle face au vent. La première opération consiste à descendre la crosse. Dans le cockpit, c'est un crochet jaune et noir, bien visible, qui déclenche le mécanisme hydraulique pour descendre la crosse. Le pilote, il abaisse le levier, mais il n'a pas la certitude que la crosse est bien sortie. Il faut alors faire confiance au voyant du tableau de bord. Il indique la crosse sortie. Si ce n'est pas le cas, le pilote n'a aucun moyen de s'arrêter. S'il n'y a pas de crosse d'appontage, on ne pourra pas apponter. On peut toucher les roues sur le bateau, mais on rebondira en fait chaque fois. Donc sans la crosse, on ne retourne pas sur le porte-avions. Pour cette séquence, les marins présents sur le pont sont essentiels. Le pilote n'a aucune assurance visuelle que sa crosse est descendue. Des marins sur le pont vérifient ce point crucial, ainsi que le train correctement sorti et les canards en bonne position. Ils en informent les officiers d'appontage. Sans leur validation, l'avion ne peut tenter imposer. Les officiers d'appontage sont tous des pilotes expérimentés. Ils choisissent à un moment de leur carrière de devenir officier d'appontage. Et donc en parallèle de leur carrière de pilote de chasse sur Rafale, quand ils ne volent pas, ils sont à l'arrière du porte-avions, là comme on voit un peu dans des films comme Top Gun, où ils sont en liaison radio avec les pilotes qui appontent et vont leur donner des indications. Crosse sortie, bonne inclinaison de l'avion, comportement du bateau selon la houle. Ces officiers sont de vrais spécialistes de la discipline. Ils ont vu des centaines ou des milliers d'appontages et donc ils ont l'œil de l'expert. Ils voient exactement la trajectoire de l'avion par rapport à la trajectoire idéale et ils sont capables de donner des instructions. Lors de l'approche, l'avion réduit considérablement sa vitesse, aux alentours de 250 km/h. C'est l'ordinateur central du Rafale qui la gère.
Il optimise la vitesse en cabrant légèrement l'avion. Les canards, ces petites ailes à l'avant, sont braquées dans une optique de stabilité maximale. L'avion entre ainsi dans le groove, les 20 dernières secondes avant l'appontage. Il y a toujours une concentration qui est énorme, puisque les risques sont énormes également. Pour vous donner un ordre de grandeur, la garde à l'appontage, c'est-à-dire la distance entre la crosse à l'arrière de l'avion et le pont, est de 3 mètres. Ça peut descendre jusqu'à 1,50 m. Donc c'est-à-dire que si on est 1,50 m trop bas, on finit sur l'arrière du porte-avions. Et ça va au crash. Le Rafale est à quelques mètres du Charles de Gaulle. Contrairement à la piste de Landivisio où les pilotes s'entraînent, ici, il y a 3 brins. 3 câbles pour maximiser les chances de s'accrocher et de stopper l'avion. Le premier si le Rafale est un peu court. Le 3e s'il arrive trop loin sur le pont. L'idéal est celui du milieu. Si on est dans le 1 ou dans le 3, c'est qu'on n'est pas sur la trajectoire qu'on pourrait qualifier de parfaite. On doit rentrer parfaitement aligné avec le porte-avions, à la hauteur parfaite, à la vitesse à 2 km/h près. Hors mission, ces quelques dixièmes de seconde sont les plus sensibles pour le pilote. Dès que la crosse accroche un brin, l'avion de chasse s'arrête sur quelques mètres. Le choc est intense, aussi bien pour la machine que pour l'homme à l'intérieur. Il subit alors 4 G lors de la décélération. On est complètement harnaché, c'est comme si on pilait sur l'autoroute, donc on est lancé à 200 km/h, et là on pile avec une voiture de sport par exemple. Là on est complètement, on est pendu dans les bretelles, et on est vraiment le corps en avant jusqu'à l'arrêt de l'avion. Oui, il y a des moments, il y a des petites sueurs, on est content d'être rentré. Oui, c'est violent. C'est violent, et pour autant c'est suffisamment bien fait, bien conçu, pour que ça soit supportable, évidemment. Pas de surhomme, hein. L'impact pour le train d'atterrissage arrière est lui aussi violent. Les roues sont donc surdimensionnées par rapport à un Rafale de l'armée de l'air. Des pneus Michelin qui sont spécifiques. Ils sont gonflés aux alentours des 25 bars de pression. Nous sommes bien loin des pneus de voiture gonflés à un peu plus de 2 bars. Mais c'est la condition pour encaisser le choc. Les accidents lors des appontages sont rarissimes dans le monde. Et encore plus avec les Rafales marines sur un porte-avions aussi sophistiqué que le Charles de Gaulle. Car pour aider à l'appontage, les ingénieurs de Naval Group, le puissant constructeur français de la marine, y ont inclus une première mondiale. Une invention extraordinaire. C'est le Satrap, un système de plusieurs centaines de tonnes qui contrebalance la houle de la mer. Ces masses sont reliées à des chariots en béton et donc elles vont et viennent de chaque côté du porte-avions pour équilibrer en fonction de l'état de mer. En fait, c'est comme un train de marchandises sous le pont du porte-avions qui vont se déplacer pour compenser le roulis. Mais le Satrap peut ne pas suffire. S'il y a un problème grave, une panne, une mauvaise évaluation du positionnement de l'appareil, le pilote a toujours l'éjection en dernier recours. Et là aussi, l'avion dans sa version navalisée est modifié. Sur un Rafale classique biplace, le siège pilote s'éjecte à droite et celui du navigateur à l'arrière s'éjecte à gauche, avec un léger temps de retard. Ces deux sens opposés permettent aux deux hommes de ne pas se percuter, tout en évitant la dérive arrière qui pourrait les couper en deux. Sur le Rafale Marine, qui n'existe qu'en version monoplace, le pilote doit lui éviter deux obstacles.
la dérive arrière, mais aussi le bâtiment d'une dizaine d'étages sur le porte-avions. L'îlot, en fait, c'est la tour de contrôle qui est sur la droite du porte-avions. Et donc pour éviter que le pilote il s'éjecte et qu'il se prenne l'îlot, ça serait totalement bête, et on a pris un siège éjectable arrière d'un biplace parce que le moteur fusée est à droite, donc pour envoyer le siège vers la gauche. Le siège éjectable du Rafale, avec ses 3000 composants, est un bijou de technologie que chaque pilote redoute d'utiliser. Et encore plus sur un bateau tel que le Charles de Gaulle, où un crash d'avion serait catastrophique. C'est évidemment un navire, mais il y a d'autres avions à proximité immédiate, des stocks de munitions, des stocks de carburant, un hôpital, des restaurants, 1600 personnes. Donc, et évidemment 2 centrales nucléaires. Donc l'accident n'est pas permis. Mais il y a peu de chances qu'une telle situation se déroule. L'avion de chasse est l'un des plus sûrs au monde. Les ingénieurs ont créé l'un des engins les plus simples à entretenir et c'est essentiel dans l'univers marin, très agressif pour les avions. Même quand ils ne volent pas et qu'ils sont stationnés à l'intérieur du hangar du porte-avions, le bateau il est au-dessus, il est sur la mer et tout ce qui rentre c'est salin, c'est corrosif et ça attaque vite, on le voit, il y a la rouille gagne. Mais les embruns ne sont pas le seul ennemi de l'avion. Le fuselage, les réacteurs et tous les systèmes électroniques sont victimes eux aussi d'intrusions abrasives. On est en mer, mais malgré ça en mer, quand on est dans des zones désertiques, là, le vent pousse du sable et ça nous arrive en pleine mer d'avoir les avions recouverts de sable. C'est là que le Rafale Marine abat une dernière carte maîtresse par rapport à d'autres avions, y compris les plus récents. Tout est conçu pour être interchangeable avec un minimum de main-d'œuvre. Notre métier premier, c'est de faire la guerre. On peut avoir besoin d'avoir un avion disponible le plus rapidement possible. Donc un avion qui atterrit sur le porte-avions, l'idée c'est de pouvoir le remettre en œuvre le plus rapidement possible. Le moteur, la pièce la plus sensible, est extractible aussi simplement que s'il s'agissait d'un jouet pour enfants. Il y a 2 grosses trappes de capot moteur à enlever sous l'avion, avec pas mal de vis, mais c'est toujours facile à enlever. Grâce à cette maintenance moins chronophage, le Rafale Marine est l'avion de chasse par excellence sur un porte-avions. Dans cet univers où chaque mètre carré est optimisé. Effectivement, la place est chère sur un porte-avions, et donc ça, c'est un vrai gain opérationnel. Cet avantage contribue à placer la marine française tout en haut de l'échiquier militaire mondial. Et ce n'est pas terminé. La dernière version F4 du chasseur vient d'arriver. Plus évoluée, elle sera même suivie d'une version F5 en cours de développement, avec d'impressionnantes améliorations. La mission d'appontage est quand même une mission très spécifique et très difficile que les pilotes peuvent être amenés à faire dans des conditions météo variées, de jour comme de nuit. Il faut l'aider dans cette tâche et donc on a développé des aides au pilotage qui permettent de faciliter encore plus cette phase de vol très particulière. La version du F4 apporte la capacité d'utiliser un casque spécial avec viseur intégré. Le pilote a ainsi accès à des données projetées directement sur la visière, tout en regardant dans n'importe quelle direction. Donc il peut regarder à gauche, à droite, en haut, et il aura les informations de vol et de désarmement qui peut être amené à délivrer. Les prochains Rafales et leurs déclinaisons marines sont prévus pour voler encore au moins une trentaine d'années. Leur remplaçant, le SCAF, devrait arriver vers 2045. Peu après le successeur du Charles de Gaulle. Ce porte-avions aux technologies les plus avancées sortira des chantiers navals en 2038. D'ici là, la France, dans un contexte géopolitique en tension, doit préserver ses territoires marins de toute pénétration non autorisée. Et pour y arriver, le Rafale Marine n'est pas seul. D'autres avions patrouillent au-dessus des vagues. Et leur potentiel, tout comme leur mission, sont exceptionnels. Parmi eux, il existe un avion que toutes les forces ennemies redoutent.
Sa mission est inédite pour un avion. C'est un chasseur de sous-marins. Son nom, l'Atlantique 2. L'ATL-2, comme il est surnommé, est un avion hors du commun, aussi grand et large qu'un avion de ligne, mais volant à 30 mètres au-dessus des vagues pour traquer les sous-marins ennemis. Sous le cockpit, un bulbe en plexiglas pour observer au plus près la mer. Avec à l'intérieur, des marins aguerris à cette mission. Le premier réflexe, c'est quand même de lever les genoux parce que c'est assez impressionnant de voir la mer monter vers soi. Ce bulbe est un défi technique à lui seul. Il est d'une complexité rare pour tenir la pression de l'air. Il y a très peu d'industriels, dont certains en France, qui ont ce savoir-faire. Dans la soute du mastodonte, un arsenal imposant, avec des armes incroyables pour un avion. De véritables torpilles. Elles sont paramétrées pour ne pas détruire entièrement les sous-marins. Juste assez pour les immobiliser et épargner les hommes se trouvant à l'intérieur. Les torpilles n'ont pas été prévues pour couper un sous-marin en deux, elles ont été prévues pour créer une brèche à l'intérieur, une voie d'eau en fait, donc pour impacter leur capacité de fonctionnement et les obliger donc à arrêter leur mission et à rentrer pour réparer la dite brèche. Les nouveaux ATL-2 travaillent aussi en réseau, avec des frégates, des avions et même des sous-marins. L'avion français peut traquer un navire ennemi, le localiser et faire tirer un allié à plusieurs kilomètres de la cible. Imaginez-vous dans un navire, vous êtes en train d'être attaqué, vous voyez un radar qui vous illumine à gauche et le missile vient de droite. Prendre un navire ennemi à revers est une des attaques les plus redoutées. Mais s'il y a une riposte qui impacte l'avion, alors l'ATL-2 a la capacité de survivre à un crash en mer. La structure en fait bilobée, donc en forme de 8, qui va permettre donc effectivement si la mairie de flotter, tout simplement. L'ATL-2, c'est l'un des dispositifs les plus puissants de la marine française. Il reprend le flambeau de l'Atlantique 1, lancé en 1965. Son précurseur avait une mission, s'assurer qu'il n'existe aucune menace étrangère à plusieurs kilomètres à la ronde lorsqu'un sous-marin nucléaire sort de son port, à Brest. Pour que le vaisseau ne soit suivi, l'Atlantique 1 patrouillait au-dessus de la mer durant plusieurs heures. Mais avec la guerre froide et la technologie militaire qui ne cesse de progresser, l'État décide d'investir davantage et de construire une nouvelle version. L'Atlantique 2 prend son envol dans les années 80. Aujourd'hui, il en est à sa 6e version. Le standard 6 a été une rénovation de fond en comble de la tranche tactique et on a aujourd'hui un système de combat qu'on pourrait retrouver sur un navire extrêmement moderne ou sur les derniers avions. L'Atlantique garde un seul point commun avec son prédécesseur, la chasse aux sous-marins. C'est de la lutte anti-sous-marine. Il va d'abord falloir détecter le sous-marin, le pister, en avoir une position précise, une solution de tir pour ensuite se présenter pour larguer la torpille. Patrouiller au-dessus des mers implique de voler de nombreuses heures, à haute ou basse altitude. C'est le premier défi de construction de l'Atlantique 2, son aptitude à planer. Il a une envergure assez impressionnante pour un avion de cette taille. On est à quasiment 40 mètres d'envergure. En fait, c'est un mini planeur avec des moteurs. Ce qui fait qu'il est extrêmement réactif et il vole extrêmement bien à très basse altitude. Ce qui est finalement notre raison d'être, c'est d'être proche de l'eau pour être au plus proche de la menace qui est le sous-marin ennemi. L'Atlantique 2 est impressionnant, mais il est en réalité assez léger. Il atteint une 40aine de tonnes au maximum. C'est 20 tonnes de moins qu'un avion de ligne moyen courrier. Une masse combinée à une propulsion très particulière pour ses dimensions.
Cet avion il est équipé de 2 turbopropulseurs, donc on parle de turboréacteurs pour les avions de ligne par exemple, turbopropulseurs dès qu'on a des hélices. Ce mode de propulsion permet à l'avion d'être très souple dans son pilotage, surtout à basse vitesse, à quelques mètres de la mer, et de faire des figures plus rapidement qu'avec des réacteurs. On va être en mesure de chasser du sous-marin. Il va falloir être aussi performant, aussi maniable qu'un sous-marin sous l'eau pour pouvoir le suivre. Et si la proie accélère, les 2 moteurs ont le coffre pour en faire tout autant. Ils font 5500 chevaux chacun, l'équivalent d'une dizaine de Formule 1 les plus rapides du circuit. C'est une grosse puissance de moteur qui va permettre à l'avion de se projeter, mais également de durer sur zone. Surtout, c'est un très bon planeur. Il est équipé de ces moteurs, mais un très bon planeur, c'est ce qui permet de faire de la lutte anti-sous-marine hauturière, parce qu'il a une très longue rémanence sur zone et il peut aller au-delà de 10 heures de vol. S'éloigner des côtes avec un rayon d'action de près de 4500 km pour chasser du sous-marin dans les eaux françaises, c'est l'un des atouts principaux de l'ATL-2. Mais partir au loin peut s'avérer dangereux en cas d'attaque ou de riposte de l'ennemi. S'il y a une urgence et que l'avion doit atterrir impérativement, être en pleine mer ajoute à la complexité d'une survie de l'équipage. C'est pourquoi l'ATL-2 est un avion bien différent des autres. Il est bilobé. Il est en forme de 8. L'avion est en fait coupé en 2. C'est 2 parties distinctes, une qui sera pressurisée, l'autre qui ne le sera pas. La tranche tactique est la zone habitable de l'avion et la partie basse de l'avion qui, elle, va contenir la soute. Avec cette configuration, l'avion a la possibilité d'amérir. Comme il est fait pour voler au-dessus de la mer, en cas de crash ou d'amérissage, effectivement, comme ça, il flottera et pour récupérer, enfin sauver au moins les personnes à l'intérieur. Cette forme d'avion pourrait sauver la vie de l'équipage. Il est composé de 12 spécialistes dans la détection des bateaux et des sous-marins, avec un commandant de bord expérimenté. C'est lui qui gère la mission. À ses côtés, le copilote et un technicien. Il est chargé de vérifier à chaque instant que les fonctionnalités électriques et hydrauliques répondent présentes. Car chasser un sous-marin demande parfois de descendre près des vagues. On est en très basse altitude. À tout moment, on peut rencontrer des oiseaux. À tout moment, on peut percuter des oiseaux sur un moteur. Il va falloir réagir rapidement. Et on a besoin de 3 personnes pour assurer cette sécurité-là. Sous les pilotes et le mécanicien, il y a un guetteur, dans le bulbe. Le plus beau bureau du monde, en fait, donc on l'appelle le nez vitré. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir une visualisation à 180 degrés sur le devant de l'appareil. En fait, on a beaucoup de capteurs sur cet avion. On a radar, on écoute avec des bouées, on a toutes ces choses-là. Par contre, on a un capteur qui est extrêmement performant, ça reste l'œil humain. L'œil humain est extrêmement sensible au mouvement. Ce bulbe est un atout fort de l'avion, car il n'y a rien de plus complexe que de détecter une forme suspecte en mer. Et ce que les radars les plus perfectionnés ne relèvent pas, l'œil de l'opérateur formé à l'exercice en est capable. Un périscope de sous-marin dépassant d'1 mètre entraîne une traînée blanche. Mais aucun système actuel ne le perçoit, à la différence du guetteur. Et c'est une opération que le sous-marin réalise plusieurs fois. Ils vont monter, descendre, tout en tournant à chaque fois de quelques degrés pour pouvoir avoir une belle image de ce qui se passe autour d'eux. Et s'ils ont besoin de sortir leur périscope pour se recaler, pour observer leur force ennemie, eh ben, ils vont évidemment pas laisser leur périscope en l'air très longtemps parce qu'ils savent qu'on va les détecter à coup sûr. Voir en transparence au-dessus de l'eau un sous-marin, c'est également possible. Sans qu'il n'y ait rien de sorti, sans qu'on puisse le détecter, eh bien, il est juste en dessous de la surface de l'eau. Des opérateurs ont pu détecter comme ceci des sous-marins. Cette particularité de l'ATL-2 est complexe à construire.
La fabrication du plexiglas dans cette forme est un secret industriel bien gardé. On a une zone assez complexe, des épaisseurs à maîtriser très compliquées, tout en gardant une qualité optique maximale pour pouvoir prendre des photos au travers. Il faut donc que cette partie ne soit pas trop épaisse pour ne pas déformer la vision. Mais elle doit être assez résistante pour ne pas exploser à l'impact d'un volatile. Une équation que peu d'entreprises au monde sont capables de réaliser. Et d'autres parties de l'avion sont encore plus complexes. À commencer par les radars. C'est l'une des facettes les plus techniques. Car le problème, c'est qu'il n'existe pas de système assez puissant pour pénétrer sous l'eau en profondeur. Les ondes sont bloquées quelques mètres après la surface. Mais sur l'ATL-2, il existe un dispositif exceptionnel. Dans la queue de l'avion, un détecteur magnétique appelé MAD. Il identifie les anomalies métalliques dans la mer. Lorsqu'il y a une forte concentration d'un alliage opaque, ressemblant à du métal, alors le radar émet une alerte. Détecter un vaisseau d'une centaine de mètres de longueur dans l'immensité de l'océan est un défi. Mais l'ATL-2 est un prédateur des mers. Et il dispose d'autres véritables bijoux technologiques pour l'aider dans sa quête. Ce sont les hydrophones. Des petits cylindres appelés aussi bouées. Elles font quelques dizaines de centimètres. Des bouées qui vont écouter les océans. Mais avant de les lancer, l'équipage doit connaître les caractéristiques de l'eau. Elles sont déterminantes pour bien placer l'hydrophone. On largue une petite bouée, en fait, un capteur qui va aller au fond de l'océan, qu'on va justement déterminer à quelle immersion on veut qu'il soit, parce qu'en fonction de la salinité de l'eau, en fonction de la température, la propagation du son n'est pas la même dans l'océan. Donc c'est pour ça qu'on va définir exactement à quelle immersion on veut mettre le capteur, parce qu'on se dit que le sous-marin doit être à peu près à cette immersion-là. Une fois les données analysées à bord de l'avion, l'hydrophone peut être jeté en mer. Il est ainsi programmé pour se stabiliser à la profondeur désignée et peut démarrer son écoute. Avec un câble et qui va remonter le signal et en partie supérieure qui reste à la surface de l'eau, eh bien, une petite antenne qui va transmettre à l'avion le signal du sous-marin. L'hydrophone va juste écouter tout le bruit qu'il y a autour de lui. On entend aussi bien les crevettes, les baleines qu'un sous-marin nucléaire qui passe à proximité. L'hydrophone est redouté par les sous-marins. Il s'agit d'un véritable espion des mers. Il n'émet aucun signal dans l'eau. Impossible pour les sous-mariniers de détecter sa présence et de s'en éloigner. Mais l'hydrophone a un défaut. Il ne localise pas précisément l'ennemi, si celui-ci est très silencieux. Et pour savoir exactement où il se trouve, une autre version de la bouée est envoyée à l'eau. Il y a des bouées dites passives qui sont finalement des microphones sous-marins qui permettent d'entendre ce qui se passe autour, ou des bouées actives qui sont des petits sonars qui émettent un son et qui viennent vérifier si ce son a été réfléchi par quelque chose. Le principe de retour d'un signal est l'un des meilleurs systèmes qui existent. Car si l'impulsion sous l'eau revient par ricochet sur le sonar, l'ATL-2 va connaître précisément où le signal a opéré un demi-tour. Et cette fois-ci, avec ce type de bouée-là, on va pouvoir localiser très précisément le sous-marin. Ce sont des experts dans le domaine. Ils connaissent parfaitement l'acoustique, ils connaissent la manière dont répond un sous-marin. Et puis ce qu'on va aussi analyser, c'est est-ce que ce que l'on détecte se déplace. Une épave ne se déplace pas, un sous-marin se déplacera toujours. Donc on va avoir quelque chose de mobile, quelque chose qui varie éventuellement de profondeur, qui varie de vitesse. Lorsque le sous-marin entend un sonar, généralement, il change de comportement. À partir de ce moment, la recherche discrète de l'ATL-2 est terminée. L'ennemi sait qu'il est chassé. S'il doit engager le combat, le patrouilleur français ne dispose que de quelques minutes pour lancer une arme exceptionnelle pour un avion. Pour la lutte anti-sous-marine, eh bien, on va équiper l'avion de 4 à 6 torpilles si nécessaire.
Torpilles dans un avion. Les MU-90 Impact, véritable concentré de technologie. Elles pèsent plus de 300 kg chacune pour une longueur de 3 mètres. Elles sont positionnées au-dessous de l'avion. Un emplacement hautement stratégique pour le patrouilleur des airs. L'avion est équipé d'une soute. C'est ce qu'on appelle la soute armement. C'est une soute qui va s'ouvrir avec 2 portes qui glissent le long du fuselage. Les munitions lourdes de l'appareil sont toutes présentes ici. Des missiles Exocet Air-Mer 39, des bombes de 250 kg sont aussi cachées dans la soute. Et c'est stratégique. Très important, quand on déploie un avion patrouille maritime, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur et donc personne ne sait quelle est la mission. Ça permet d'avoir un certain niveau de gradation dans la présence française, on va dire. Un avion soute fermé, il peut venir faire n'importe quoi, vous ne savez pas. À partir du moment où vous commencez à montrer ce que vous avez dans le ventre et ce que vous avez amené avec vous, les intentions sont un peu plus claires. L'ATL-2 peut ainsi libérer ses torpilles à grande vitesse et à une altitude de plusieurs centaines de mètres. Et une fois plongées en mer, leur vitesse atteint les 50 nœuds, près de 100 km/h, durant 12 km. Elles sont capables de rester à 3 mètres sous la surface ou encore d'aller dans les grandes profondeurs, aux alentours des 1000 mètres. Ces torpilles sont des armes ultimes contre les sous-marins. Et elles ne sont pas les seules à faire des ravages. Outre les missiles et les bombes, le patrouilleur français est équipé d'une boule optronique, dernière génération. À l'arrière de l'avion, celle-ci est un atout prodigieux en mode attaque. Elle voit à des dizaines de kilomètres de jour comme de nuit. Mais elle est aussi équipée d'un illuminateur laser. Donc il va être capable de désigner au sol avec un faisceau laser codé une cible et ce faisceau laser peut être suivi par un autre avion. Voilà, donc un avion qui vient transporter de la munition, typiquement Mirage 2000 ou un Rafale, sera capable de larguer sur un point désigné par l'ATL-2. Imaginez-vous dans un navire, vous êtes en train d'être attaqué, vous voyez un radar qui vous illumine à gauche et le missile vient de droite. Donc c'est quelque chose qui démultiplie finalement l'effet d'un système d'armes, c'est cette capacité à travailler en réseau. Cette stratégie d'attaque peut prendre des formes totalement différentes. Et le patrouilleur français tirait lui à la place du Rafale. Il a été démontré encore récemment que la TL-2 pouvait tirer son armement, et notamment des missiles, sur des coordonnées données par un sous-marin. Elle a cette capacité de travailler en réseau et de finalement venir saturer la cible à détruire, puisqu'elle ne sait plus entre ce qu'elle voit, ce qui est en train de l'illuminer au radar et la direction du missile, elle ne sait plus à combien d'adversaires elle a affaire. L'ATL-2 est l'un des appareils les plus emblématiques de la marine. Un avion si polyvalent que l'on peut le retrouver sur des théâtres de guerre bien différents des océans. Une grande étendue désertique ressemble beaucoup à une grande étendue océanique. C'est pour ça que la capacité qu'on a en équipage à travailler au-dessus de l'océan se transpose très bien au-dessus du désert. Il y a une grande similitude effectivement entre surveiller la surface de la mer, donc détecter des navires, et détecter un objet en mouvement dans les vagues de sable que sont les dunes finalement. L'ATL-2 est un couteau suisse. Mais son domaine de prédilection reste la mer. Le patrouilleur connaîtra un successeur un peu avant 2040. D'ici là, il n'a pas fini de voler au ras des vagues et de croiser un autre avion iconique de la marine, le Falcon 50. Un triréacteur français du constructeur Dassault.
Un engin exceptionnel, conçu pour aller très haut dans le ciel. Il avale ainsi rapidement les distances, mais peut aussi descendre presque au niveau des vagues pour observer les navires de plus près. Quand on est à 100 pieds mer, 100 pieds mer c'est 30 mètres de hauteur, hein. Ça pardonne pas l'erreur. L'avion va adopter une position très cabrée et les pilotes là vont être soumis à une situation très intense. Il faut être très concentré pour maintenir ses vitesses. Lorsque l'avion est aussi bas, les opérateurs visualisent les bateaux suspects arrivant sur les eaux françaises. Le Falcon 50 est ainsi doté d'ouvertures impressionnantes pour un avion. Ce sont les sabords. C'est des hublots qui sont surdimensionnés par rapport aux hublots standards passagers. Ces larges vitres sont aussi présentes pour sauver des vies. Elles permettent de visualiser des plaisanciers, des pêcheurs en situation critique, des voiliers en perdition. L'avion est aussi doté d'un système de largage de bouée. Une opération risquée qui doit être réalisée dans un timing parfait. S'il est mal largué, on peut passer à côté d'une vie humaine. Le Falcon 50 est un des avions les plus utilisés par la marine française. Son objectif principal est la surveillance maritime. En s'approchant et en dialoguant avec les capitaines des bateaux, les pilotes du Falcon 50 vérifient leurs identités. On est plutôt dans l'anticipation. Qu'est-ce qui arrive au large de mes côtes que je me prépare? Est-ce que ce navire est annoncé? Est-ce qu'il ne l'est pas? S'il ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe? Pour surveiller les eaux françaises, la marine a choisi un appareil ultra performant, mais qui n'était pas prévu pour ce type de mission à l'origine. C'est à la base un avion du privé et exploité dans le milieu des affaires. L'idée, c'est de transporter des VIP un peu partout dans le monde et sans faire bouger la tasse à café ou le verre de champagne. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet avion civil, on va l'utiliser dans le maximum de ses performances pour réaliser la mission. Le Falcon 50 est un formidable outil pour traverser les océans en un temps record. Conçu à la fin des années 70, l'avion d'affaires du constructeur Dassault est un tri-réacteur. Il peut donc traverser l'océan Atlantique sans problème et en sécurité. Si un moteur casse, l'avion n'est pas en péril. Lorsqu'un avion navigue, puisqu'on est dans les avions marins, on dit bien navigue, à longue distance des côtes, avec des capacités de pouvoir ingérer des oiseaux et éventuellement d'avoir à couper un moteur. D'en avoir 3, c'est une réelle sécurité, c'est la capacité de pouvoir rejoindre n'importe quel point avec un moteur en panne tout en conservant deux.
Cette fiabilité est essentielle pour un avion qui peut se déployer 6 heures au-dessus de la mer. Mais ces réacteurs sont aussi une révolution pour la surveillance maritime. Avant le Falcon, elle était réalisée sur des avions à moteur. Dès lors que le réacteur apparaît, il permet à l'avion d'être beaucoup plus réactif. L'aéronef peut voler au-dessus des avions de ligne, engranger des distances beaucoup plus rapidement et économiser son carburant à haute altitude. Je monte haut, je vais pouvoir me projeter très rapidement sur la zone d'intérêt. Mais le réacteur permet aussi de plonger instantanément sur la zone concernée. Le Falcon passe de 12 km d'altitude à une trentaine de mètres. Il est ainsi au plus près des navires et peut constater dans un premier temps de quel vaisseau il s'agit. Les gros porteurs, les porte-containers, de grands voiliers. L'aspect visuel est essentiel dans la mission de surveillance. Et c'est aussi une forme d'autorité qui en impose. Le capitaine du bateau est plus enclin à donner des informations sur sa cargaison et son cap si un avion de la marine française tourne autour de lui. Un message radio sans vis-à-vis est moins impressionnant. Bonjour, c'est le contrôle maritime français. Pouvez-vous passer sur le canal 11? Est-ce que tout va bien à bord? Avez-vous des soucis à nous communiquer? Oui, tout va bien. Nous sommes dans de bonnes conditions. Quel est votre port de départ et votre port d'arrivée? Notre port de départ est Tinagana et notre port d'arrivée est SCAO pour livraison. Tous les bateaux de plus de 15 mètres émettent un AIS, l'acronyme d'Automatic Identification System. Ce sont des informations émises par les ondes pour donner leur signalement, leur cap, leur vitesse. Ces données sont captées par un récepteur de l'avion. Une partie de notre travail, c'est d'essayer de détecter ce qui n'est pas l'AIS notamment, pour voir est-ce qu'il est en contravention ou pas, est-ce qu'il fait du trafic illicite ou peut-être un bâtiment qui serait en détresse. Voler près de l'eau permet aussi d'obtenir des informations précieuses que le radar ne peut offrir. Les bateaux espions de pays étrangers surveillant les mouvements de la marine française sont une menace réelle. Avec leurs équipements sophistiqués et bien camouflés, ils peuvent repérer la présence des sous-marins nucléaires à plusieurs dizaines de kilomètres. L'équipage du Falcon 50, tout comme celui de son grand frère, l'ATL-2, est conçu pour observer au plus près les navires. L'avion est équipé sur le côté de 2 grands hublots. 2 grandes ouvertures qui vont permettre à 2 opérateurs, c'est ce qu'on appelle, les positions, on appelle ça des sabords, mais ce sont des opérateurs qui vont avoir des appareils photo et lorsque l'avion va rejoindre la basse altitude et va effectuer une passe le long du bateau, et bien prendre toute une série de photos qui vont permettre d'aller chercher de l'information un peu plus en profondeur. Ces photos sont envoyées directement sur des serveurs à terre. Elles sont analysées et peuvent faire l'objet d'une intervention supérieure. Le patrouilleur ATL-2 ou les Rafales sont un recours armé sur lesquels les pilotes du Falcon 50 peuvent toujours compter. Une confiance que l'équipage de 6 personnes a aussi en son appareil. Voler aussi près des bateaux, si près de l'eau, est un exercice périlleux. Le moindre écart peut être très dangereux, qui nécessite une attention particulière. Tout événement extérieur, tel que les embruns marins qui peuvent obscurcir le pare-brise, des collisions aviaires qui sont particulièrement redoutées en aviation et en particulier dans ces cas-là. Les risques de collision avec des objets, alors quand on est au-dessus de la terre, on imagine bien des infrastructures, mais il y en a aussi au-dessus de la mer. On peut avoir des éoliennes, il y en a de plus en plus, des éoliennes en haute mer, il peut y avoir des plateformes pétrolières. Le pilote n'a en général que quelques secondes avant l'évitement. Surtout que pour voler à basse vitesse, le Falcon 50 doit se cabrer et s'opposer au flux d'air. Cela lui permet d'atteindre les 280 km/h. C'est sa vitesse minimale.
Il ne peut pas aller moins vite, sous peine de décrocher et de se cracher en moins de 5 secondes. Il y a toujours un ratio à avoir entre l'efficacité, comment je vais piloter mon avion, avec quelle inclinaison je vais avoir. Donc on peut avoir des fortes inclinaisons avec cet avion pour réaliser la mission, ou des inclinaisons qu'on n'a pas du tout en avion de ligne ou en jet d'affaires. Voler en basse altitude nécessite de couper le pilotage automatique. C'est l'une des figures techniques importantes que l'on enseigne aux pilotes, tout comme l'observation. L'une des missions du Falcon 50 est aussi le sauvetage en mer. L'avion dispose d'un des meilleurs capteurs au monde, la boule optronique de la société française Safran. Elle embarque un ordinateur fusionnant des milliers de données, reçues chaque seconde. Un monstre de technologie. Pourtant, certains éléments peuvent échapper à ce capteur. Un radar va détecter les pièces métalliques en général. Un détecteur de signaux va détecter une émission électromagnétique. L'œil humain va pouvoir compléter tout cela. Tout simplement, un naufragé à la mer, un radar ne le verra pas forcément. Alors que l'œil humain, lui, va être capable de le distinguer. Il y a une expérience à aller voir, effectivement, à faire la discrimination, finalement, entre ce qui n'est que du moutonnage de mer, là, il y a quelque chose qui crée ce mouton et c'est pas normal. Il faut bien se dire que la recherche à la vue, ça nécessite d'avoir tous les yeux dehors. Ce sont des vols qui sont vraiment éreintants, parce qu'il faut rechercher une tête qui sort de l'eau. Une concentration optimale dans des conditions de vol parfois difficiles. À cette vitesse et altitude, il faut avoir le cœur accroché. Avec les turbulences, avec le fait de voler assez bas, ça bouge beaucoup. Non, c'est beaucoup moins stable qu'un avion de ligne. Et, parfois, c'est très mouvementé à bord et il faut bien s'attacher. Mais lorsqu'un bateau en détresse ou un homme à la mer est aperçu, perdu dans l'océan, il n'y a plus d'une seconde à perdre. L'avion fait alors un demi-tour pour se positionner dans l'axe précis de la cible. C'est la première étape du sauvetage. Une trappe de moins d'1 mètre carré s'ouvre alors dans le fuselage de l'avion. C'est un rideau métallique qui glisse pour ne pas gêner le flux d'air. Donc on va ranger tout ce qui va être stylo, les papiers, les cales aussi, les différents systèmes qui pourraient passer à travers l'ouverture de cette trappe. À savoir que quand on ouvre la trappe, c'est comme si on ouvrait la fenêtre d'un TGV en vitesse de croisière. Et puis c'est le vide en dessous de nous. Donc quand on regarde par la trappe, on voit que 30 mètres en dessous, c'est la mer. Et ça défile très vite. L'opérateur va procéder au marquage de la zone. Il glisse dans la trappe un fumigène qui constitue un repère précis de la personne en détresse. Le Falcon 50 opère alors un demi-tour. Un membre de l'équipage jette la bouée suivant le sens du courant. Et une fois qu'elle est larguée, le vent va la rapporter près du naufragé. Au contact de l'eau, la bouée s'ouvre d'elle-même. Les Falcon 50 sont d'une efficacité redoutable pour ce type d'opération. L'avion et ses réacteurs d'une fiabilité légendaire, décollent de jour comme de nuit, avec un équipage d'alerte 24 heures sur 24. Une présence opérationnelle que l'on retrouve avec les ATL-2 chasseurs de sous-marins et les Rafales marines. Ces appareils sont les emblèmes de l'aviation marine. Ils sont reconnus dans le monde entier comme étant une force d'intervention exceptionnelle. La marine française a été félicitée au sein d'exercices internationaux. Avec près de 200 avions, l'aéronautique navale est une des branches fortes de l'armée. Et la marine nationale compte plus que jamais sur elle pour défendre la France, ses intérêts et sa souveraineté.